Juin 1917, à 4500 mètres au-dessus de la Selve, dans l'Aisne. Seul un Albatros D3 chasse les avions de reconnaissance et d'observation de l'ennemi. Bravant le vent glacé qui souffle à 160 km/h, piquant le moindre morceau de peau exposé, un pilote explore les cieux. Âgé de 21 ans, ce pilote s'appelle Ernst Udet et il va devenir un des as allemands, se classant deuxième derrière Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge. Voilà un garçon qui, comme il l'a dit lui-même, n'avait pas la moindre appréhension à voler tout droit en direction d'un adversaire pour voir qui craquerait le premier. Peu après le début de sa mission, Udet repère quelque chose. De l'ouest, un petit point apparaît à toute vitesse. D'abord petit et noir, il grossit rapidement en s'approchant. Un Spad, un chasseur ennemi. Cet avion arbore en effet les marques, les couleurs et le nez écrasé typiques d'un Spad 7 français. L'adversaire se rapproche en ligne droite. À la même altitude, nous nous jetons l'un vers l'autre, nous évitant d'achever. Puis nous virons à gauche pour entamer un cercle. Udet tire sur son manche à balai pour actionner sa gouverne de direction. À la fois simple et sensible, les commandes mues par des câbles et des poulies entraînent le biplan dans un virage serré. Comme des boxeurs, les deux adversaires jaugent la défense de l'autre. Ils ne passeront à l'attaque qu'une fois évaluées les capacités de l'ennemi. Ce n'était pas la première passe qui donnait un aperçu de la qualité de l'adversaire, mais le premier virage. Les avantages technologiques des chasseurs de la Première Guerre ne s'exprimaient pas dans la trajectoire verticale, mais en virage. À quelle vitesse pouvait-on tourner? À quelle vitesse pouvait-on récupérer? Quelle altitude pouvait-on gagner en virage sans caler? L'Albatros D3 d'Ernst Udet est un chasseur maniable avec un bon taux de montée. Il surclasse tous les appareils alliés lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille. En face, le Spad 7 français est robuste. Et grâce à son moteur V8 Hispano-Suiza, il atteint une vitesse de 191 km/h. Le Spad vole à une quinzaine de km/h de plus que l'Albatros, et il est plus efficace en piqué. Mais le D3 est plus maniable et son taux de montée est supérieur. Le hurlement du vent et le staccato du moteur Mercedes sont assourdissants. Ernst Udet vire à gauche pour s'approcher du Français. Il passe à ma hauteur, si près que le souffle de son hélice me secoue dans tous les sens. Et je le vois. Il y a écrit vieux, vieux Charles. C'est Guynemer. Effectivement, c'est l'as des as, Georges Guynemer. Il a déjà abattu 30 avions allemands, y compris celui d'un ami d'Ernst Udet, Eberhard Putz-Hennig. Pris de colère, Udet décide de venger la mort d'Hennig. Il va tenter une demi-boucle, une des premières manœuvres du combat aérien qui sera baptisée par la suite du nom de l'as allemand Max Himmelmann. Ernst Udet va tirer sur le manche, prendre de l'altitude et finir par un demi-tonneau afin d'essayer de surprendre le Français en plongeant derrière lui. Udet redresse, se dévissant le cou pour garder Guynemer dans son champ de vision. Mais il découvre avec horreur que l'as français a parfaitement anticipé sa manœuvre, ce qui lui permet d'ouvrir le feu. Une grêle de métal crible mon aile droite et résonne en percutant les haubans de voilure. Udet réagit instinctivement, s'efforçant de ne pas paniquer et de reprendre l'initiative. Roulez au volant de votre voiture à 100 à l'heure sur l'autoroute. Passez la tête par la vitre et maintenant, imaginez que vous allez 2 fois plus vite.
Imaginez qu'il fait 0 degré, que vous avez du mal à respirer, que le froid est mordant. Ajoutez à cela que vous êtes assis sur un réservoir de 90 litres d'essence. Voilà ce que ça faisait d'être à bord d'un chasseur de la Première Guerre. Oudet effectue un virage serré, le rayon de braquage du détroit lui offrant un avantage. Et il parvient à se mettre juste derrière Guynemer pendant un bref instant. Je suis sûr qu'il pique en montrant les dents, le sang à la bouche pour tuer. J'appuie sur le bouton du manche, les mitrailleuses restent silencieuses, enrayées. Ces bimitrailleuses sont enrayées. Un problème récurrent pour les premiers pilotes de chasse. L'enrayement est un gros problème, car si on ne peut pas tirer sur l'ennemi, on devient une cible facile. Oudet cogne sur l'arme désespérément pour la débloquer. Mais rien n'y fait. À ce moment-là, il constitue une cible de choix pour Guynemer. Il fait donc beaucoup plus de cercles très larges, de montées. En clair, il multiplie les manœuvres d'esquive. Oudet et Guynemer virent à droite pour refaire une passe d'arme frontale. De la main gauche, Oudet essaie toujours de débloquer la cartouche bloquée dans la mitrailleuse. Mais il est trop tard. Dos dessus, Georges Guynemer a vu et compris le problème de son adversaire. Maintenant, il sait dans quel état je me trouve. Il sait que je suis une proie sans défense. Oudet effectue un nouveau virage à gauche. Le poste de pilotage n'est pas blindé, l'Allemand n'a pas de parachute, et quand on est abattu à une telle altitude, à l'époque, c'est la mort assurée. Aussi, quand Guynemer se retourne pour l'ultime passe frontale, Oudet sait que tout est fini. Il me rase par en dessus en volant presque sur le dos. Et là, il me fait un signe de la main, délicatement. Puis il pique vers l'ouest en direction des lignes françaises. Je rentre. Je n'arrive pas à y croire. Chose incroyable, le Français a épargné l'Allemand. Certains affirment que l'arme de Guynemer était elle aussi enrayée. D'autres qu'il a eu peur que je le percute volontairement dans une manœuvre désespérée. Mais je n'en crois rien. Je pense aujourd'hui encore que la chevalerie de jadis existe encore.